J'ai retrouvé mon mari dans notre salle familiale avec la fiancée de mon fils quelques heures seulement avant la cérémonie de mariage. J'allais le confronter sur le champ, mais quelque chose dans le couloir m'a fait arrêter. C'était mon fils, Daniel. Son visage ne montrait aucune émotion. Il m'a regardé directement et a dit doucement: « Maman, je le sais déjà et c'est encore pire que tu ne le penses. Bonjour à tous. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais vraiment savoir de quelle ville vous regardez. Veuillez le laisser dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Le matin du mariage de mon fils, je me suis réveillée à 5 heures du matin. Je n'arrivais pas à dormir. Je me suis dit que c'était juste une nervosité normale, celle que toute mère éprouve un jour comme celui-ci. J'étais assis ici, dans mon bureau à domicile, en train de regarder des feuilles de calcul sur mon ordinateur portable. Je gère une petite entreprise de comptabilité à domicile. Rien d'extraordinaire, mais cela nous a aidé à payer les études universitaires de notre fils Daniel et à couvrir les dépenses supplémentaires que les revenus de mon mari Robert ne couvraient pas entièrement. Les chiffres sur l'écran étaient tous flous. Mes pensées étaient complètement ailleurs. Dehors, tout était encore sombre et calme, mais je pouvais déjà imaginer la scène qui se déroulerait sur la pelouse de notre propriété de Charlotte, en Caroline du Nord, dans quelques heures seulement. Des chaises blanches disposées en rangées soignées sur l'herbe. J'avais passé tout le printemps à m'occuper de l'arche que Robert avait construite, en la décorant avec les rosiers que j'avais cultivés depuis mes débuts. J'avais testé les guirlandes lumineuses à 3 reprises, vérifiant que chaque ampoule fonctionnait. Tout devait être parfait. Notre fils, notre Daniel, méritait une journée parfaite. 27 ans de mariage avec Robert, 24 ans d'éducation de Daniel. J'avais donné toute ma vie à cette famille. J'avais été la personne fiable, l'organisatrice, la personne qui se souvenait des rendez-vous chez le médecin et des anniversaires et qui veillait à ce que les factures soient payées à temps. Robert était celui qui était charmant, le centre de toutes les attentions, celui que tout le monde aimait. J'étais le soutien sur lequel il comptait, et pendant longtemps, cela m'a suffi. Mais récemment, quelque chose n'allait pas. Un fossé tranquille s'était formé entre nous. Il s'agissait de la façon dont il s'arrêtait de parler lorsque j'entrais dans une pièce. Dans la façon dont son téléphone m'était toujours refusé. Quand je lui demandais si quelque chose n'allait pas, il se contentait d'en rire. Juste du travail, chérie, disait-il. Grosse promotion à venir. J'ai décidé de le croire. Que étais-je censé faire d'autre? On ne jette pas 27 ans d'histoire à cause d'un sentiment inconfortable. Le bruit de la porte du bureau qui s'ouvrait me ramena à la réalité. C'était Daniel, debout, dans ses vêtements de nuit, tenant une tasse de café. Il avait l'air fatigué avec des cernes sous les yeux. À son âge, il avait mon raisonnement logique, mais le beau visage de son père. « Maman, tu es éveillée depuis des heures, dit-il. Le mariage n'a lieu qu'à 16 heures. Je veux juste que tout soit parfait pour mon garçon, dis-je en essayant de sourire joyeusement en fermant mon ordinateur portable. Ton père dort toujours. Il est parti tôt, dit Daniel avec un ton étrange dans la voix. Il s'est approché et s'est assis sur le coin de mon bureau, paraissant soudain beaucoup plus jeune. Il a parlé d'offrir un cadeau aux parents d'Olivia, les Richardson. J'étais confus. C'était une nouvelle pour moi. Maman, dit-il en attendant. Puis-je vous demander quelque chose? J'ai tourné ma chaise vers lui. Sous la lumière vive de ma lampe de bureau, son inquiétude était claire. Qu'est-ce qui te tracasse, chérie? Il inspira longuement. Pensez-vous qu'Olivia m'aime réellement? La question m'a fait l'effet d'un coup au ventre. Olivia, sa fiancée, motivée, séduisante, une jeune architecte issue d'une famille aisée et établie avec des relations. En surface, elle était tout ce que nous avions toujours espéré pour Daniel. Mais j'avais mes propres questions. J'avais remarqué à quel point son attention se détournait parfois lorsque Daniel parlait de ses intérêts, comment elle regardait son téléphone pendant les repas de famille. Pourquoi tu demandes ça, chérie? C'est le jour de ton mariage. Je sais, et peut-être que c'est juste un frisson, dit-il doucement, les yeux fixés sur son café. Mais parfois, quand elle me regarde, j'ai l'impression qu'elle regarde au-delà de moi, comme si j'étais juste quelque chose qu'elle devait accomplir sur son chemin vers la vie idéale. Il s'est arrêté. Et récemment, elle a passé beaucoup de temps avec papa. Ils parlent constamment d'argent,
d'investissement. Elle dit qu'il la conseille. J'ai suivi Olivia dans la pièce. Comment il avait toujours des raisons de l'aider avec sa veste ou de remplir son verre. Comment il savait précisément à quel point elle aimait son café sans avoir besoin de lui demander. Au lieu de cela, j'ai tendu la main et lui ai tenu la main. Le mariage est la décision la plus importante de ta vie. Ce n'est pas juste du stress, maman, dit-il d'une voix tremblante. Il finit par me regarder droit dans les yeux, une douleur qui m'effraya. Je crois qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Je me figeai, le sang se glaça dans mes veines. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Des petits détails, répondit-il doucement. La façon dont elle s'emballe quand papa appelle. Comment elle demande toujours de ses nouvelles en premier quand elle vient nous voir. Je les ai vues hier dans le jardin, en pleine conversation. Et la façon dont il la regardait. Ce n'était pas le regard qu'un beau-père devrait porter sur la fiancée de son fils. Je sentis la chaleur me monter au cou. Je gardai mon calme. Daniel, c'est très grave de dire ça. Je sais, dit-il en baissant les yeux. Et j'espère me tromper. Mon Dieu, j'espère me tromper. Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit de nouveau. C'était Robert. Il était déjà habillé d'une chemise impeccable et d'un pantalon élégant, toujours aussi impeccable. Eh bien, regardez mes deux personnes préférées, dit-il, son sourire ne lui montant pas aux yeux. Il semblait surpris de trouver Daniel là. Grand jour, fiston. Tu devrais te préparer. Il me regarda. Et toi, Jennifer, tu vas t'épuiser. Olivia vient d'appeler. Elle passe vers 10 heures pour régler quelques derniers détails concernant le placement à table. Je vis le visage de Daniel se crisper. Quel problème? Demanda-t-il. Oh, tu sais, juste s'assurer que ses parents ne s'assoient pas à côté de ton oncle Michael après leur dispute politique à Noël dernier, dit Robert d'un geste désinvolte. Tu sais à quel point sa famille est pointilleuse. On devrait régler ça en privé, vu le contexte politique et tout ça. Bien sûr, répondit Daniel d'une voix vide. On ne peut pas laisser les mauvaises personnes assises ensemble. La tension était palpable. J'observais mon mari et mon fils, et je savais au fond de moi que Daniel ne se trompait pas. Quelque chose clochait terriblement. Après le départ de Robert et Daniel de mon bureau, une peur glaciale m'envahit. Je devais passer un dernier coup de fil au traiteur à 10h30, un appel que j'avais préparé depuis des semaines. Je décrochai le téléphone, la main tremblante, et les appelai. Je leur dis que j'avais une urgence familiale et que je devais changer l'heure. C'était un mensonge. La vraie raison, c'est que j'avais libéré toute ma matinée. Je ne pouvais pas ignorer les paroles de Daniel, ni le malaise que la fausse gaieté de Robert m'avait inspiré. Il se passait quelque chose chez moi aujourd'hui. Et pour la première fois en 27 ans, j'étais déterminée à découvrir quoi. Je passai les 2 heures suivantes à faire semblant d'être occupée. Je nettoyais la cuisine, ce qui la maison était déjà propre. J'ai réarrangé les compositions florales sur la table de la salle à manger. Le moindre bruit me faisait sursauter. Chaque voiture qui passait me faisait battre le cœur à tout rompre. Je me sentais comme une actrice dans une pièce de théâtre, jouant le rôle de la mère heureuse du marié. À l'intérieur, j'étais rongée par l'inquiétude. À 10 heures précises, une BMW blanche rutilante s'est garée dans notre allée, la voiture d'Olivia. Je l'ai observée par la fenêtre de la cuisine. Même en simple jean et chemise, elle avait l'air d'une mannequin. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée avec l'assurance naturelle de quelqu'un qui sait qu'elle est à sa place. Mon cœur battait si fort que je l'entendais. Je suis sortie par la porte de derrière et j'ai fait le tour de la maison, me cachant derrière les grands hortensias qui bordaient les fenêtres du salon. Je me sentais ridicule, comme une espionne dans ma propre maison. Mais le besoin de savoir, le besoin de confirmer mes craintes ou de les réfuter, était trop fort. À travers la grande baille vitrée, je les ai vus. Robert l'avait fait entrer, et il se tenait près de la cheminée, l'endroit où nous prenions nos photos de famille chaque Noël. Il lui servait un verre. Je n'entendais pas leur conversation, mais leur langage corporel en disait long. Ils étaient très proches. Trop proches. Sa main reposait sur son dos. Un geste simple, facile à expliquer, mais qui s'éternisa. Je serrai les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Pendant 27 ans,
Nous avions construit notre vie dans cette maison. Nous avions lu des histoires à Daniel sur ce même canapé. Nous avions organisé tant de réunions de famille dans cette pièce. Et maintenant, mon mari était là, en train de toucher une autre femme, la fiancée de mon fils, le jour de son mariage. J'allais me lever, entrer furieuse et les confronter sur le champ. Je me fichais de faire un scandale. Je me fichais du mariage. Seule comptait cette trahison brûlante. Mais soudain, j'aperçus un mouvement dans le couloir à l'étage, une ombre dans le reflet de la fenêtre. Je regardai attentivement. C'était Daniel. Il se tenait en haut des escaliers, caché dans le. Des ombres les observaient, elles aussi. Le voir, si immobile et si blessé, me figea sur place. Ce n'était pas seulement ma douleur, c'était la sienne. En bas, la situation avait empiré. La main d'Olivia reposait maintenant sur la poitrine de Robert. Elle se blottit contre lui, la tête renversée en arrière, un sourire aux lèvres. Elle dit quelque chose et il rit. C'était un son que je n'avais pas entendu de lui depuis des années. Un rire léger, sincère, joyeux, comme lorsqu'il riait avec moi quand nous étions jeunes et que tout semblait possible. À cet instant, je vis mon mari devenir quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un de vivant, comme il ne l'avait pas été depuis très longtemps. Puis ses mains se perdirent dans ses cheveux et ils s'embrassèrent. Ce n'était pas un baiser rapide. C'était un baiser profond, passionné, comme dans les films romantiques. Ma vision se brouilla. Un bourdonnement assourdissant me remplit les oreilles. Je fis un pas vers la maison, prête à défoncer la porte, prête à hurler jusqu'à en perdre la voix. Et puis une main me saisit le bras. Je me retournai, le cœur battant la chamade. C'était Daniel. Il avait quitté la maison pour venir me chercher. Son visage était pâle, blanc, mais ses yeux brûlaient d'une détermination froide et dure que je ne lui avais jamais vue. « Maman, non, dit-il doucement, la voix étranglée. Pas encore, Daniel. C'est. » Je n'arrivais pas à finir ma phrase. Je n'arrivais même pas à le dire. « Je sais ce que c'est, dit-il. » Sa voix était assurée, même si je voyais ses mains trembler. « Maman, je le sais depuis des semaines. » Des semaines. Le mot sortit comme un murmure étranglé. Je fixai mon fils, le garçon que j'avais élevé, qui me regardait maintenant avec les yeux d'un homme qui en avait trop vu. Nous étions toujours cachés derrière les hortensias. Les belles fleurs dont j'avais été si fière servaient maintenant de cachette à la destruction de notre famille. À l'intérieur, mon mari et la fiancée de mon fils avaient quitté la cheminée pour le canapé. Je ne pouvais pas supporter de les regarder. Je ne voulais pas y croire au début, dit Daniel d'une voix basse et urgente. Je leur trouvais toujours des excuses. Il est juste gentil. Elle est juste nerveuse à l'idée de rejoindre la famille. Mais ça continuait. Les longs regards, les conversations privées, la façon dont elle s'excitait dès qu'il était là. Il se corrigea. L'erreur, un douloureux rappel d'une vie qui n'existait plus. Elle était censée trouver une nouvelle figure maternelle, pas une rivale. « Olivia, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demandai-je, la voix tremblante, entre choc et colère protectrice. « Tu n'aurais pas dû avoir à gérer ça toute seule. »« Parce que j'avais besoin de preuves, » dit-il, la mâchoire serrée. Et parce qu'il me regarda, ses yeux bien plus vieux que ses 24 ans. Je voulais leur laisser assez de cordes pour se pendre. Il sortit son téléphone. Ses mains tremblaient légèrement en touchant l'écran. « J'ai engagé quelqu'un, » admit-il. « Que as-tu fait ? » « Quoi ? Je ne suis pas idiote, maman. Après les avoir vus déjeuner ensemble il y a un mois, un déjeuner que papa m'a présenté comme une réunion d'affaires et qu'elle m'a dit être une après-midi shopping avec ses amis, je savais que je n'étais pas en train de perdre la tête. Je devais savoir la vérité. Il me tendit le téléphone. J'ai engagé un détective privé. Mon souffle se coupa. Un détective. Daniel, l'argent. Ne t'inquiète pas pour l'argent, dit-il sérieusement. Ça valait chaque centime. La première photo sur l'écran montrait Robert et Olivia. En entrant dans le Ritz-Carlton Charlotte, en centre-ville, je vis une photo. L'horodatage indiquait 3 semaines auparavant, un mardi après-midi, alors que Robert était censé être à une conférence commerciale régionale. La deuxième photo les montrait quittant l'hôtel ensemble 2 heures plus tard, visiblement échauffés et désordonnés. Il y a 18 photos différentes,
murmura Daniel tandis que je faisais défiler une série de preuves de leur trahison. Des photos d'eux dans des restaurants sombres aux quatre coins de la ville. Des photos d'eux collées contre la voiture de Robert sur un parking privé. Des photos d'eux riant, se tenant la main, menant une vie complètement différente dans notre dos. J'en avais la nausée. L'ampleur des mensonges était choquante. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. C'était une liaison planifiée et de longue date. Je me relevai. Une nouvelle vague de colère m'envahit. On va arrêter ça, dis-je d'une voix d'acier. Tout de suite. Non. La voix de Daniel était sèche, me faisant me recroqueviller. Maman, fais-moi confiance. J'ai un plan. Un plan, Daniel. C'est de la folie. On ne peut pas annuler le mariage. Bien sûr que si, m'interrompit-il. Il avait une autorité que je ne lui connaissais pas. Et nous le ferons. Maman, réfléchis. Si on les confronte maintenant, que va-t-il se passer? Ils nieront. Ils déformeront les faits. Papa dira que tu en fais trop, que tu te méprends. Olivia pleurera et se fera passer pour la victime. Ils retourneront tout contre nous. Il avait raison. J'entendais déjà la voix douce et apaisante de Robert. Jennifer, tu exagères. C'est une jeune femme nerveuse, et je lui donnais juste un conseil paternel. Alors, que me conseilles-tu? Ai-je murmuré. Ma colère cédant la place à une lucidité froide et terrifiante. Le sourire de Daniel était glaçant et étrange. L'humiliation publique, a-t-il dit, les mots planant entre nous. La destruction totale et complète de leur réputation. Des conséquences juridiques. On ne se contente pas d'en rester là, maman. On fait en sorte qu'il ne puisse plus jamais recommencer. J'ai regardé mon fils. Quand était-il devenu si calculateur, si impitoyable? Puis j'ai regardé à nouveau par la fenêtre. J'ai vu mon mari, l'homme que j'avais aimé et en qui j'avais eu confiance pendant plus de 25 ans, commencer à déboutonner la chemise d'Olivia sur le canapé où nous avions construit notre famille. Et à cet instant, j'ai su que la femme que j'étais, l'épouse compréhensive et indulgente, avait disparu. Elle était morte là, sous la terre, derrière les fleurs que j'avais plantées avec tant de soin. Dis-moi ce qui s'est passé, ai-je dit. Cette soirée fut l'une des plus étranges de ma vie. Robert est rentré comme si de rien n'était, se renseignant sur les derniers détails du traiteur. Olivia était partie des heures auparavant, et il était l'image même du mari aimant et du père fier. Il a parlé de son discours pour la réception, de sa fierté pour Daniel. Son jeu était si faux que j'en avais le souffle coupé. Je me suis contenté d'acquiescer et de sourire, une coquille vide, alors qu'à l'intérieur, je hurlais. Après que Robert soit allé se coucher, Daniel et moi nous sommes retrouvés dans mon bureau. La porte était verrouillée, les stores baissés. On se serait cru dans une salle de crise, et à bien des égards, c'en était une. Sur mon bureau reposait le début d'un dossier de preuves qui aurait fait pleurer de joie un avocat. Parlez-moi de cette inspectrice, dis-je en fixant une photo de surveillance qui me retourna l'estomac. Elle s'appelle Rachel, répondit Daniel. Rachel Morgan. Ce nom me glaça le sang. Rachel. Ma sœur. Rachel. Daniel acquiesça. Je ne savais pas qui appeler d'autre. Je savais qu'elle avait été policière pendant 22 ans avant de prendre sa retraite et de créer sa propre agence de détective privé. Je savais qu'elle était intelligente et qu'elle ne le dirait pas. Il semblait un peu gêné. Je savais aussi qu'elle n'avait jamais vraiment apprécié papa. Je laissai échapper un rire bref et sec, presque un sanglot. Ma petite sœur Rachel. Nous étions proches, mais je ne lui avais pas parlé de la distance qui s'installait avec Robert. J'étais trop fière, trop honteuse pour admettre que mon mariage battait de l'aile. Je vais l'appeler, dis-je, la voix étranglée par l'émotion. Rachel répondit à la deuxième sonnerie. Jennifer, il est minuit passé. Tout va bien. Non, Rachel, rien ne va. Et là, j'ai craqué. Je lui ai tout raconté. Ce que Daniel soupçonnait, ce que nous avions vu ce matin-là, les photos. J'ai éclaté en sanglots, pour la première fois de la journée. Elle m'écoutait patiemment, sa voix calme et ferme à l'autre bout du fil. Pas de choc, pas de surprise, juste une acceptation sérieuse. Je ne suis pas surprise, Jennifer, dit-elle doucement quand j'eus fini. J'ai vu comment il regarde cette fille.
J'espérais me tromper. Daniel m'a parlé des photos, dis-je en essuyant mes yeux. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Plus que tu ne veux probablement savoir. Sa voix devint professionnelle. Je les surveille depuis 3 semaines. Ils se voient 2 fois par semaine, comme sur des roulettes, au Ritz-Carlton de Charlotte. Ils paient toujours en espèces. Ils déjeunent dans des restaurants chics où ils ne t'emmèneraient jamais. La semaine dernière, il l'a emmené chez Tiffany. J'ai ressenti à nouveau cette bouffée de colère. Notre argent. Cet argent que j'avais géré avec tant de soin. Cet argent qui était censé être pour notre retraite, pour notre avenir. Et Jennifer, la voix de Rachel était douce. Il y a plus. Quelque chose de plus important. J'ai examiné les finances de Robert. J'essaie de comprendre d'où vient tout cet argent pour les chambres d'hôtel et les cadeaux. Il a été négligent. Que as-tu trouvé? Demandai-je, redoutant la réponse. Il y eut un long silence au bout du fil. Ce n'est pas seulement Olivia, dit-elle d'une voix grave. Ce n'est pas la première fois. J'ai trouvé une série de paiements mensuels réguliers remontant à 16 ans, toujours à la même personne, une femme nommée Sarah Mitchell. Ce nom ne me disait rien. Qui est-elle? J'ai fait des recherches. Elle était jeune collaboratrice dans son ancienne entreprise quand Daniel était enfant. Elle est partie subitement il y a environ 16 ans. Les paiements ont commencé quelques mois après son départ. Rachel prit une profonde inspiration. Jennifer. Elle a une fille, une jeune fille de 16 ans nommée Emma. J'ai fait une vérification des antécédents. Le nom du père n'est pas inscrit sur l'acte de naissance, mais je parierais ma vie que Robert est son père. Le téléphone pesait lourd dans ma main. J'avais le souffle coupé. Une fille, un autre enfant, 16 ans de mensonges, 16 ans de double vie. Les voyages secrets, les dépenses inexpliquées, la distance émotionnelle, tout cela prenait un sens horrible. Il faut que je sache, Rachel, ai-je murmuré. Je sais, a-t-elle répondu. Je m'en occupe. Mais Jennifer, tu dois te préparer. Quand ça va se savoir, ça va faire l'effet d'une bombe. Je sais, ai-je dit d'une voix froide et dure. C'est exactement ce qu'on espère. Les 24 heures précédant le mariage furent un tourbillon de mensonges calculés. J'ai accompli les préparatifs comme un fantôme, mon corps en pilotage automatique tandis que mon esprit s'emballait. J'ai souri aux proches. J'ai validé le plan de table avec l'organisatrice de mariage. J'ai même aidé Robert avec sa cravate, mes doigts effleurant la soie tandis que j'imaginais la serrer autour de son cou. Chaque interaction était une mascarade, chaque mot poli un mensonge. Rachel travaillait vite. C'était une professionnelle, et maintenant, l'affaire était personnelle. Elle m'a dit avoir un contact dans un laboratoire privé. C'est risqué, Jennifer, mais si on arrive à obtenir un échantillon d'ADN propre de Robert, on pourra faire une première comparaison, non juridique, avec un échantillon de la fille. Cette nuit-là, après que Robert se soit endormi, ronflant doucement à mes côtés dans le lit que nous partagions depuis plus de 25 ans, je suis sortie de la chambre en catimini. Mon cœur battait la chamade au moindre grincement du plancher. Je suis allée à la salle de bain et j'ai pris sa brosse à dents dans son support. Ma main tremblait tellement que j'ai failli la laisser tomber. C'était comme l'ultime violation. Mais qu'est-ce que c'était comparé aux violations qu'il avait commises contre moi, contre notre famille? Je l'ai soigneusement mise dans un sac plastique et l'ai déposée dans la boîte aux lettres pour que Rachel la récupère avant l'aube. Le lendemain, alors que la maison bourdonnait de l'activité chaotique des fleuristes et des photographes, Rachel a appelé. J'ai plus d'informations sur l'argent, a-t-elle dit d'une voix grave. C'est pire que ce qu'on pensait. Nous nous sommes rencontrés dans ma voiture, garée dans la rue, loin de la maison, le seul endroit où je me sentais en sécurité pour parler. Elle a ouvert un ordinateur portable et me l'a tourné. Sur l'écran, un tableur, un fouillis de chiffres et de dates. J'ai analysé en détail vos comptes joints, vos fonds de retraite, tout, a-t-elle dit en désignant une colonne surlignée. Regardez le schéma. Depuis des années, Robert effectue régulièrement des retraits d'espèces, de petites sommes, 500 par-ci, 700 par-là, jamais plus de 1000 à la fois, toujours dans des agences différentes. Je croyais que c'était pour son passe-temps, ai-je dit, abasourdi. Il m'a toujours dit qu'il investissait dans des pièces rares, ce qui nécessitait des transactions en espèces. Encore un mensonge.
Son passe-temps s'appelait Olivia, a dit Rachel d'un ton sec. L'argent pour les chambres d'hôtel, les dîners coûteux, les cadeaux, ce collier Tiffany. Il en a payé la moitié en espèces, mais ce n'est pas le pire. Elle a cliqué sur un autre onglet. Il a contracté des prêts sur votre plan de retraite. Je suis restée bouche bée devant l'écran. C'était là, noir sur blanc. Une série de prêts contractés sur le compte retraite que j'avais si soigneusement alimenté grâce à ma petite entreprise. Ce compte qui était censé être notre filet de sécurité, notre sécurité pour la retraite. Il avait puisé près de 65 000 $ ces 18 derniers mois. Comment? Ai-je murmuré. Il aurait eu besoin de ma signature. Il l'a falsifiée, a dit Rachel doucement. J'ai comparé la signature sur les documents de prêt à ta signature sur ta déclaration d'impôt. C'est une bonne contrefaçon, mais ce n'est pas la tienne. Un profond dégoût m'a envahi. C'était plus que des mensonges. C'était du vol. Il ne se contentait pas de me briser le cœur. Il détruisait méthodiquement notre avenir, morceau par morceau, pour financer sa liaison répugnante. Il me volait le fonds d'études que nous avions constitué, la vie que nous étions censés partager. Il jouait avec tout mon avenir. Et Olivia? Ai-je demandé d'une voix à peine audible. Ce n'est pas une victime innocente, a dit Rachel d'un ton dur. Je m'occuperai d'elle, mais d'abord, il y a autre chose. Elle a hésité. Puis elle me tendit une grande enveloppe Kraft. Les résultats préliminaires du test ADN étaient arrivés ce matin. Mes mains se mirent à trembler en l'ouvrant. Je déchiffrai la page. Les termes scientifiques se brouillaient jusqu'à ce que je découvre la conclusion en bas de page. Probabilité de paternité, 99,999%. Je fixai ces mots jusqu'à ce qu'ils soient gravés dans ma mémoire. Emma Mitchell était la fille de Robert. 16 ans. 16 ans à l'aimer, à lui faire confiance, à construire une vie avec lui, alors qu'il avait une autre fille, une autre famille cachée dans l'ombre. Je posai ma tête sur le volant. Le cuir frais contre mon front brûlant. Je ne pleurais pas. J'étais au-delà des larmes. Un calme étrange et terrifiant m'envahit. La douleur était toujours là, une immense plaie béante dans ma poitrine. Mais à présent, quelque chose d'autre s'y ajoutait. Une détermination froide et implacable. Il n'allait pas seulement perdre sa femme. Il allait tout perdre. Assise dans la voiture avec ma sœur, ce mince morceau de papier dans ma main me semblait plus lourd qu'une pierre tombale. C'était le certificat de décès de mon mariage, de la vie que je croyais avoir. Une fille de 16 ans. Ces mots résonnaient en boucle dans la voiture silencieuse. Comment l'avez-vous retrouvé? Ai-je fini par demander, ma voix me paraissant lointaine et étrange. L'expression de Rachel mêlait compassion et détermination professionnelle. Tout a commencé avec les paiements. Une fois que j'ai eu le nom de Sarah Mitchell, la retrouver n'a pas été difficile. Elle habite à 2 villes d'ici. Jennifer, à une 40aine de kilomètres. 40 kilomètres. Pendant 16 ans, il avait mené une double vie à quelques kilomètres de là. Combien de fois m'avait-il dit qu'il travaillait tard? À combien de dîners d'affaires avait-il assisté? À combien de week-ends de golf avait-il participé? Mon esprit s'emballait tandis que je repassais mentalement en revue des années d'excuses et de mensonges. Chacun d'eux prenait désormais une nouvelle signification terrible. Je suis passé devant la maison hier matin, poursuivit Rachel d'une voix douce. J'ai fait semblant d'être chargée d'études de marché. Sarah a ouvert la porte et j'ai vu Emma derrière elle. Jennifer. Elle et son portrait craché. Les mêmes yeux sombres et intelligents qui m'avaient attiré chez lui il y a des années. Le même sourire. Impossible de la confondre. Je l'imaginais. Une adolescente innocente, au milieu de tout ça, qui ressemblait trait pour trait à mon mari. Une sœur dont mon fils ignorait l'existence. L'idée était si irréelle, si horrible, que je n'arrivais pas à y croire. Ma famille n'était pas seulement brisée. C'était une imposture, un mensonge savamment construit que j'avais, sans le savoir, contribué à entretenir pendant plus de la moitié de ma vie. Est-ce que Sarah, la mère, est au courant pour moi? Pour Daniel? Demandai-je. Je ne peux pas l'affirmer, admit Rachel. Mais vu son train de vie, une belle maison, un bon quartier scolaire, mais aucune carrière brillante, il est clair que Robert est sa principale source de revenus.
Elle a toutes les raisons de se taire. Il ne se contentait pas de payer une pension alimentaire, Jennifer. Il finançait toute sa vie avec mon argent, notre argent, l'argent de mon entreprise, nos économies communes, l'argent qu'il avait volé dans notre plan de retraite. La trahison était si profonde, si insidieuse. J'avais l'impression de me noyer. C'était un vol systématique du travail de toute une vie, de ma confiance et de mon avenir. J'ai rendu le rapport ADN à Rachel. Mets-le avec le reste des preuves, ai-je dit. Ma voix, vide d'émotion, était engourdie. Le choc était si violent qu'il m'avait paralysée, ne me laissant plus éprouver qu'un vide glacial et pesant. J'ai pensé à cette fille, Emma. Quel genre d'homme dit à sa fille qu'il ne la reconnaît pas? Quel genre d'homme élève un fils à la lumière tout en cachant un autre enfant dans l'ombre? La cruauté, non seulement envers Daniel et moi, mais aussi envers cette innocente, était insoutenable. Et Olivia? Ai-je demandé, cherchant à canaliser ma colère qui commençait à me glacer le sang. Tu as dit qu'il y avait plus à dire sur elle. Rachel acquiesça, son expression se durcissant à nouveau. Bien, Olivia, parlons de la fiancée. Elle me rendit l'ordinateur portable et ouvrit un nouveau dossier. Elle ne se contente pas de coucher avec ton mari. Elle détourne des fonds de son cabinet d'avocat. Il me fallut un instant pour réaliser ce que je venais d'entendre. C'est une jeune associée dans un cabinet réputé du centre-ville, expliqua Rachel en me montrant des documents qui ressemblaient à des rapports financiers internes. Elle gonfle ses notes de frais, crée de fausses factures pour des consultants fictifs et transfère l'argent sur un compte bancaire privé. Ce ne sont pas de grosses sommes à chaque fois, mais c'est régulier. L'année dernière, elle a volé plus de 220 000 $. Je restais bouche bée. 220 000 $? Et je peux retracer une partie de cet argent jusqu'au cadeau offert à Robert, ajouta Rachel en me montrant un virement bancaire, puis un relevé de carte de crédit indiquant l'achat d'une montre à 1200 $. Elle volait ses partenaires pour acheter des cadeaux à son amant, qui, lui, volait sa femme pour lui en acheter. C'était le cercle vicieux de mensonges le plus abject que j'ai jamais vu. Olivia n'était donc pas qu'une briseuse de ménage. C'était une criminelle, une voleuse, et elle était sur le point d'épouser mon fils, semant la corruption et les mensonges au cœur de ce qui restait de ma famille. L'engourdissement qui m'envahissait a disparu, remplacé par une fureur incandescente. Il ne s'agissait plus seulement d'un chagrin d'amour. Il s'agissait de protéger mon fils. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de faire en sorte que ces deux personnes paient pour chaque mensonge, chaque dollar, chaque promesse non tenue. D'accord, dis-je en regardant ma sœur droit dans les yeux. Le plan du mariage. Reprenons-le une dernière fois. Je veux qu'il soit parfait. La découverte des vols d'Olivia ajoutait une dimension sombre et criminelle à cette trahison déjà choquante. Tout a basculé. Ce n'était plus seulement un drame familial douloureux et chaotique. C'était une conspiration de fraude et de vol orchestrée par les deux personnes qui auraient dû être les plus proches de nous. Comment as-tu eu tous ces documents? Demandai-je à Rachel en désignant les documents financiers compromettants sur l'écran de son ordinateur portable. Nous étions toujours dans ma voiture, l'air saturé d'une odeur de complot et de vieux café. Olivia n'est pas aussi futée qu'elle le croit, dit Rachel avec une satisfaction teintée d'ironie. Elle a baissé sa garde. Et j'ai des amis dans la police qui ont accepté de nous aider en entendant l'histoire. Un de mes collègues de la brigade financière a tout de suite compris. Elle désigna l'écran. Elle faisait transiter l'argent par une fausse société qu'elle avait créée sous le nom de jeune fille de sa mère. C'était du travail d'amateur. Je pensais aux parents d'Olivia, les Richardson. C'étaient des personnes importantes dans la communauté. Son père était un juge fédéral respecté. Sa mère siégeait au conseil d'administration de 3 associations caritatives. Ils évoluaient dans un milieu où la réputation était primordiale. Ils croyaient que leur fille était une étoile montante, promise à un bel avenir et à une famille stable et respectable. Ils ignoraient tout de la supercherie, leur fille chérie était une voleuse, et la famille stable qu'elle allait intégrer n'était qu'un château de cartes bâti sur des mensonges. L'humiliation publique allait les anéantir, eux aussi. Un bref instant, j'ai éprouvé une pointe de compassion pour eux. Ils étaient des victimes collatérales innocentes, mais ce sentiment fut aussitôt étouffé par la brûlure de ma propre trahison. Robert vole donc notre épargne retraite pour acheter des cadeaux à sa maîtresse, ai-je résumé,
les mots me laissant un goût amer. Et Olivia vole dans sa propre entreprise pour acheter des cadeaux à mon mari, son amant, qui est aussi son futur beau-père. J'ai secoué la tête, incrédule. C'était digne d'un film. Ce n'est pas tout, a dit Rachel avec un sourire amer. Une partie de l'argent que Robert a prélevé sur votre plan de retraite, il l'a investi dans un placement immobilier garanti qu'Olivia lui a recommandé. Laissez-moi deviner, ai-je dit, la voix chargée de sarcasme. L'affaire a capoté. Elle n'a jamais existé, a confirmé Rachel. L'argent a directement atterri sur son compte secret. Elle le volait, lui aussi. Aveuglé par son ego et son obsession, il ne s'en est même pas rendu compte. J'ai ri. Un rire amer, sans joie. Mon mari, brillant et charmant, celui qui se prenait toujours pour le plus intelligent, se faisait berner par une voleuse d'une vingtaine d'années. C'était presque poétique. Nous avons passé 1 heure de plus à examiner les preuves rassemblées par Rachel. Elle avait tout. Relevé bancaire, photos de surveillance, reçus d'hôtels payés en espèces, faux documents de prêt, et maintenant un dossier criminel complet sur les activités d'Olivia, prêt à être remis au procureur. Et bien sûr, le rapport ADN, la preuve irréfutable qui confirmait 16 ans de mensonges. J'ai contemplé le dossier, ses onglets bien rangés et ses pages organisées, symbole de la destruction totale de ma vie. 27 ans de mariage réduits à une pile de documents compromettants sur le siège passager de ma voiture. Soudain, une vague d'épuisement m'a submergé. C'était si profond que j'avais l'impression d'avoir un poids physique sur la poitrine. Rachel, on peut le faire ? Ai-je murmuré. On peut vraiment se tenir devant 350 personnes et faire ça à notre famille. Rachel s'est penchée et a posé sa main sur mon bras. Sa prise était ferme, rassurante. Jennifer, écoute-moi, a-t-elle dit d'une voix grave. Quel autre choix as-tu ? Si tu les confrontes en privé, ils mentiront. Ils te manipuleront. Ils monteront Daniel contre toi. Ils nieront jusqu'à ce que tu commences à te demander si c'est toi qui es folle. Je l'ai vu des centaines de fois. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Robert était un maître de la manipulation. Il pouvait se sortir de n'importe quelle situation grâce à son charme. Ainsi, poursuivit-elle, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a plus de place pour les mensonges. Seule la vérité sera révélée à tous ceux qu'ils ont essayé d'impressionner. Il ne s'agit pas seulement de vengeance, Jennifer. Il s'agit de conséquences. Olivia doit aller en prison. Robert doit être tenu responsable, non seulement de son infidélité, mais aussi de la fraude financière qu'il a commise à ton encontre. C'est le seul moyen de faire cesser les mensonges pour toujours. J'inspirais profondément, l'air vicié de la voiture emplissant mes poumons. Je pensais à Daniel, à son visage pâle et déterminé. Je pensais à Emma, la fille que je n'ai jamais connue. Je pensais aux 27 années que j'avais données à un homme qui m'avait menti depuis le début. Tu as raison, dis-je d'une voix claire et ferme. C'est la seule solution. Je démarrai la voiture. Allons-y. Nous avons un mariage à préparer. Les dernières heures avant le mariage furent les plus irréelles de ma vie. Je rentrai chez moi et repris mon rôle de mère du marié, calme et heureuse. J'éprouvais un étrange sentiment de détachement, comme si je regardais un film de ma propre vie. Je me voyais rire avec mes cousins, complimenter la robe de ma belle-sœur et assurer au traiteur que tout était parfait. À l'intérieur, j'étais un tourbillon de tension et de chagrin, mais à l'extérieur, j'incarnais la fierté maternelle. Robert était dans son élément, discutant avec les premiers invités arrivés, acceptant les félicitations avec un large sourire confiant. À un moment donné, il m'a prise à part, son bras autour de ma taille. « Tu es magnifique, Jennifer », a-t-il murmuré à mon oreille. « N'est-ce pas une journée parfaite ?» J'ai plongé mon regard dans le sien, les yeux de l'homme que j'avais aimé pendant plus de la moitié de ma vie, et je n'ai ressenti qu'un vide glacial. Je lui ai souri. Journée parfaite. Mon fils Daniel était le reflet de mon propre calme forcé. Il a salué ses amis, posé pour les photos avec ses garçons d'honneur et joué son rôle à la perfection. Mais chaque fois que nos regards se croisaient, de l'autre côté de la pelouse bondée, je pouvais y lire la même détermination d'acier. Nous étions tous dans le même bateau. Nous étions des soldats qui attendaient le signal pour attaquer. Le plan était simple,
et Rachel l'avait répété avec nous jusqu'à ce que nous le connaissions par cœur. Elle était arrivée en avance, déguisée en membre du personnel du traiteur. Son matériel professionnel était parfaitement dissimulé. Elle avait branché son ordinateur portable au grand écran que nous avions loué, soi-disant pour un diaporama émouvant de photos de Daniel bébé. Personne ne se doutait de rien. Elle avait une petite télécommande dans sa poche. Le moment venu, il lui suffirait d'appuyer sur un bouton. J'avais aussi mon rôle à jouer. J'avais préparé les papiers du divorce avec mon avocat une semaine auparavant, un fait que j'avais gardé secret, même pour Daniel. Ils étaient signés et contresignés dans une enveloppe scellée, dans mon petit sac à main. J'avais également une clé USB contenant des copies de toutes les preuves rassemblées par Rachel. D'une manière ou d'une autre, mon mariage prendrait officiellement fin aujourd'hui. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je ne planifiais pas seulement une confrontation. Je planifiais le premier jour du reste de ma vie. À 16h05, je pris place au premier rang. Le quatuor à cordes commença à jouer, et le cortège nuptial fit son entrée. Robert s'assit à côté de moi, me serrant la main avec une affection qui semblait sincère. Un frisson de dégoût me parcourut, mais je me retins de le retirer. Olivia apparut au bout de l'allée, une vision en dentelle blanche. Elle était belle, sublime, et d'une fausseté absolue. Elle sourit à l'assemblée. Puis son regard croisa celui de Robert, au premier rang. Un bref instant, leurs regards s'échangèrent. Un regard de secret partagé, de conspiration triomphante. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient être à quelques minutes de leur avenir parfait et illusoire. Daniel se tenait à l'autel, le visage impassible. Quand Olivia le rejoignit, il prit sa main. Son expression demeura inchangée. Il scruta l'assemblée, ses yeux parcourant les visages jusqu'à ce qu'il se pose sur le mien. Il fit un simple hochement de tête, presque imperceptible. Le moment était venu. L'officiant commença la cérémonie par les paroles habituelles sur l'amour, l'engagement et la fidélité. L'ironie était si palpable qu'elle en était presque suffocante. Je me demandais si Robert et Olivia écoutaient seulement, ou s'ils étaient déjà en train de planifier leur prochaine rencontre secrète. La cérémonie se poursuivit. Ils échangèrent des vœux qu'ils ne pensaient pas, des promesses qu'ils avaient déjà brisées 100 fois. Chaque mensonge qui sortait de leurs lèvres me nouait l'estomac. Enfin, l'officiant arriva au moment crucial. Il sourit chaleureusement à l'assemblée. Si quelqu'un ici a une raison de s'opposer à l'union sacrée de ces deux êtres, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Un silence pesant s'abattit sur les 350 invités. C'était le moment. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je sentais tous les regards braqués sur nous. Je pris une profonde inspiration. Puis je me levai. À l'instant où je me levai, un murmure d'étonnement parcourut les 350 invités. L'air, empli des douces mélodies du quatuor à cordes et de la chaude brise de l'après-midi, devint soudain lourd et silencieux. Tous les regards dans le jardin se tournèrent vers moi. Je sentais leur confusion, leur choc, leur curiosité comme une force physique. Robert, assis à côté de moi, se raidit. « Jennifer, qu'est-ce que tu fais ?» siffla-t-il en me saisissant le bras. « Assieds-toi. Tu fais un scandale. » J'ai repoussé sa main comme si c'était un serpent venimeux. J'ai détourné le regard, les yeux rivés sur mon fils, Daniel, qui se tenait à l'autel, le visage pâle et déterminé. Il savait que ça allait arriver. On l'avait prévu. Puis j'ai regardé Olivia, dont le sourire radieux s'était figé, laissant place à une expression d'horreur et de confusion. « Je suis désolée, tout le monde », ai-je dit d'une voix claire et étonnamment assurée. Elle a résonné dans le jardin silencieux. Je m'excuse pour cette interruption, mais je crois que l'officiant a demandé s'il y avait une raison pour que ce mariage ne puisse pas avoir lieu. J'ai marqué une pause, laissant le poids de mes mots se faire sentir. Eh oui, j'en ai une. J'ai une raison. Un murmure a parcouru l'assemblée. J'ai vu le père d'Olivia, le juge Richardson, se lever de son siège, le visage déformé par la colère et le choc. « Madame Morgan, que signifie tout cela ?» a-t-il exigé. « Ce que cela signifie, juge Richardson, dis-je en me tournant vers lui, c'est que votre fille est sur le point d'épouser mon fils sous de faux prétextes, et je crois que vous et toutes les personnes présentes ici aujourd'hui méritez de connaître la vérité. »
Je sortis de mon sac la petite télécommande que Rachel m'avait donnée. Mon pouce hésita au-dessus du bouton rouge. La vérité, balbutia Robert, le visage rouge de colère. Jennifer, tu as perdu la tête. Tu fais honte à notre fils. Ah bon, Robert? Demandai-je calmement en me tournant vers lui, ma voix redevenant glaciale. C'est toi qui as fait honte à notre fils. Toi et ta maîtresse. Sur ces mots, j'appuyai sur le bouton. Derrière l'hôtel, le grand écran qui devait diffuser un diaporama de photos de Daniel bébé s'alluma. La première image qui apparut était une photo de surveillance nette montrant Robert et Olivia enlacés dans ce baiser passionné, dans notre salon. Celui-là même que Daniel et moi avions vu la veille. La foule explosa de rire. Des cris, des halètements, des gens se levèrent pour mieux voir. Je vis la mère d'Olivia porter la main à sa poitrine, le visage blême. Mais ce n'est pas tout, poursuivis-je, ma voix parvenant à peine à percer le chaos. Voyez-vous, il ne s'agit pas d'une simple erreur ponctuelle. Cela dure depuis des mois. L'écran changea. Une nouvelle photo apparut. Robert et Olivia entrant au Ritz-Carlton de Charlotte. L'horodatage était parfaitement visible. Puis une autre, et encore une autre. Une série de leurs rendez-vous secrets, de leurs déjeuners cachés, de leurs mensonges exposés au grand jour. Olivia balbutia, tentant de nier, mais sa voix se perdit dans le brouhaha. Robert, debout, criait, « C'est faux. Ce sont des photos retouchées. Jennifer est en train de craquer. » Vraiment? Demandai-je doucement. Alors peut-être pouvez-vous nous expliquer cela. L'écran changea de nouveau. Cette fois, ce sont des relevés bancaires qui s'affichèrent. Mon doigt pointa une photo en gros plan, révélant les retraits d'argent suspects et les signatures falsifiées sur les documents de prêt du régime de retraite. Un reçu Tiffany pour un collier à 16 000 $ apparut brièvement à l'écran, suivi d'une photo d'Olivia portant ce même collier lors de son enterrement de vie de jeune fille. Le brouhaha de la foule commença à s'estomper, remplacé par un silence stupéfait et horrifié. Ce n'était plus un simple scandale d'infidélité. C'était quelque chose de bien plus sombre. Mon mari vole systématiquement dans l'épargne retraite de notre famille pour financer sa liaison, annonçai-je. Et sa fiancée, celle qui va épouser mon fils, n'est pas en reste. La diapositive suivante montra les preuves des vols commis par Olivia au sein de son cabinet d'avocat. Les fausses factures, les virements bancaires. Je voyais ses associés au 4e rang, leur visage passant de la confusion à la fureur pure. Et puis, je portais le coup de grâce. Mais le meilleur reste à venir, dis-je d'une voix glaciale. Le cœur même des mensonges qui ont marqué mon mariage, c'est que les mensonges de mon mari n'ont pas commencé avec Olivia. Les résultats du test ADN s'affichaient en grand sur l'écran. La probabilité de paternité, 99,999%, était inscrite en caractères gras énormes. En dessous, la photo d'une jolie jeune fille de 16 ans, souriante. Voici Emma Mitchell, dis-je, la voix tremblante de 16 années de souffrance contenue. C'est la fille de Robert, une fille qu'il m'a cachée, ainsi qu'à son propre fils, pendant toute sa vie. Le silence qui suivit fut absolu. 350 personnes fixaient la preuve d'une trahison si totale, si dévastatrice que même les plus grands commères en restèrent muettes. Et dans ce silence terriblement parfait, je vis le monde que je connaissais depuis 27 ans s'effondrer. Un sanglot aigu brisa le silence. C'était celui d'Olivia, qui titubait, le visage d'une blancheur cadavérique contrastant avec le blanc immaculé de sa robe de mariée. Puis elle s'est effondrée au sol, un amas de dentelles et de rêves brisés. Ce simple son a rompu le charme. Le jardin a sombré dans le chaos. Les gens criaient, montraient du doigt, sortaient leur téléphone pour immortaliser le désastre. La mère d'Olivia a couru vers sa fille à terre tandis que son père, le juge, restait planté là, le visage figé par l'incrédulité et l'humiliation. Robert s'est figé un instant, le visage déformé par la rage, la panique et une horreur grandissante. Son regard est passé de l'écran à moi, puis au visage stupéfait de ses amis et collègues. Il était pris au piège. Aucun mensonge, aucune parole flatteuse ne pourrait le sortir de là. Son monde, si soigneusement construit, venait d'être détruit publiquement et à jamais. Alors, il a fait la seule chose qu'un lâche pouvait faire, il a fui.
Il s'est enfui à toutes jambes, se frayant un chemin à travers la foule abasourdie, renversant un plateau de coupe de champagne dans sa course vers le parking. Il tentait littéralement d'échapper à l'effondrement de sa propre vie. Mais Rachel l'attendait. Ma sœur, encore en uniforme de traiteur, surgit de derrière un grand chêne à la lisière de notre propriété. Petite femme, elle se déplaçait avec l'assurance d'une policière chevronnée. Au moment où Robert passait en courant, elle fit un croche-pied. C'était un trébuchement parfaitement exécuté. Robert tomba lourdement, heurtant l'herbe et glissant sur quelques mètres dans son élégant costume de mariage. « Tu vas quelque part, Robert ?» demanda Rachel d'un ton désinvolte en s'approchant de lui, étendu de tout son long et haletant. À ce moment-là, Daniel avait quitté l'hôtel et se trouvait à mes côtés. Il me prit fermement dans ses bras. Olivia s'était relevée, soutenue par sa mère en larmes, et me pointa un doigt tremblant. « C'est toi qui as tout manigancé » hurla-t-elle, la voix tremblante de panique. « Tu as tout orchestré pour me gâcher la vie. »« Non, Olivia, » dit Daniel d'une voix froide et claire, tranchant net sa panique. « Tu as gâché ta propre vie. Toi et lui, » ajouta-t-il en désignant son père, que Rachel aidait à se relever. « Lâchez-moi » s'écria Robert en essayant de se dégager de l'emprise de ma sœur. « Impossible, Robert » rétorqua Rachel, utilisant un surnom d'enfance qui le fit sursauter. « Voyez-vous, je suis détective privé agréé, et j'ai des raisons de croire que vous avez commis plusieurs délits, dont une fraude financière. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour parler de vous maintenant. » Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « C'est elle qui est concernée. » Deux policiers en uniforme traversaient calmement la foule qui s'écartait. Ils n'étaient pas là pour l'affaire de fraude de Robert. Ce serait une affaire civile que mon avocat devrait gérer. Ils étaient là pour Olivia. « Olivia Richardson ?» demanda l'un des policiers, d'une voix calme mais autoritaire. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent de terreur. « Non » murmura-t-elle. « Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de détournement de fonds et de fraude électronique », poursuivit le policier tandis que son collègue lui prenait les bras et lui passait délicatement les menottes. Le clic des menottes qui se refermaient fut le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu. J'ai vu le visage d'Olivia se décomposer lorsqu'elle a réalisé que ce n'était pas qu'une simple humiliation publique. Ce n'était pas qu'un mariage annulé. C'était du sérieux. Il y aurait de véritables conséquences juridiques. Sa vie, telle qu'elle la connaissait, était finie. Tandis que la police emmenait Olivia en larmes, ses parents assistaient à la scène, horrifiés et abasourdis. Les photographes engagés pour immortaliser un conte de fées étaient en train de capturer la chute d'une famille influente. Leurs flashs crépitaient sans cesse. La foule commença à se disperser. Certains partirent rapidement, ne voulant pas être associés à ce désastre. D'autres restaient, chuchotant en petits groupes sous le choc, leur téléphone toujours brandi, enregistrant tout. Au milieu du chaos, j'ai finalement senti mes forces m'abandonner. Daniel m'a serré dans ses bras. « C'est fini, maman » murmura-t-il. « C'est enfin fini. » Je contemplais les ruines de cette journée parfaite que j'avais imaginée. C'était un désastre. Un cauchemar. Mais pour la première fois depuis des mois, j'eus l'impression de pouvoir enfin respirer. Si vous m'écoutez encore, pourriez-vous me rendre un immense service en cliquant sur le bouton « J'aime » de cette vidéo et en écrivant « 1 » en commentaire? Cela me montrera votre soutien et me confirmera que vous êtes là avec moi dans cette épreuve. Votre soutien compte énormément pour moi. S'il vous plaît, écrivez « 1 » et laissez-moi vous raconter la suite. Les 3 heures qui suivirent l'explosion furent un tourbillon de gyrophares, de conversations à voix basse et du lent et douloureux processus de déconstruction d'un mariage qui n'avait jamais eu lieu. La police prit nos dépositions. Olivia fut emmenée dans une voiture de patrouille, sa magnifique robe de mariée paraissant ridicule et tragique sous les rayons crus du soleil couchant. Robert, après avoir été interrogé puis relâché, disparut tout simplement. Il monta dans sa voiture et s'éloigna sans un mot, ni pour moi ni pour son fils. « Et toi ?» demanda Daniel, une lueur d'espoir dans la mémoire. La chaleur revint dans ses yeux. « Je ne sais pas encore » répondis-je honnêtement. « Je crois que je suis juste anesthésiée. » Les semaines suivantes furent une épreuve douloureuse et chaotique. L'histoire, comme prévu, fit sensation dans les médias locaux.
Scandale le jour du mariage, fiancé arrêté à l'hôtel, père du marié impliqué dans des décennies de mensonges. Nos noms et nos visages étaient partout. J'ai cessé de répondre au téléphone. Je ne sortais de chez moi que si c'était absolument nécessaire. Mon petit cabinet comptable en a souffert. Certains clients de longue date ont discrètement transféré leurs affaires ailleurs, mal à l'aise avec toute cette attention. Le lendemain du mariage, j'ai fait exactement ce que j'avais prévu. Je suis entrée dans le cabinet de mon avocat, mon sac à main contenant les papiers du divorce signés et la clé USB avec les preuves, et j'ai déposé la demande. Avec la montagne de preuves que nous avions, Robert n'a même pas essayé de se défendre. La procédure judiciaire a été rapide et brutale. Dans le cadre de l'accord, j'ai obtenu la maison et une part importante de ses biens restants en compensation de la fraude qu'il avait commise sur nos fonds de retraite. Ce n'était pas une victoire. C'était une vengeance. Olivia, confrontée à des preuves accablantes, a plaidé coupable. Elle fut condamnée à 2 ans de prison dans un établissement à régime allégé et sommée de rembourser jusqu'au dernier centime volé. La réputation de sa famille fut anéantie. La chute de Robert fut plus discrète, mais non moins brutale. Il perdit son emploi, sa réputation et le respect de tous ses proches. Il s'installa dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, et d'après ce que j'ai entendu, il se montrait rarement en public. Mais le plus compliqué dans tout ça, c'était Emma. 2 semaines après le mariage, j'ai reçu une lettre. Elle venait de Sarah Mitchell, la mère d'Emma. Courte et directe, elle s'excusait pour la douleur que sa relation passée avec Robert avait causée et disait que sa fille Emma avait appris la vérité aux informations et voulait nous rencontrer, Daniel et moi. Je suis restée 3 jours avec cette lettre. Que faire? Cette fille était la preuve vivante de la plus grande trahison de mon mari. Mais elle était aussi innocente. Elle n'avait rien demandé. C'était la sœur de mon fils. J'ai montré la lettre à Daniel. Il l'a lue, le visage grave. « Je veux la rencontrer », a-t-il dit aussitôt. « C'est ma sœur, maman. Elle mérite de connaître sa famille ou ce qu'il en reste. » Alors, j'ai appelé. Nous avons convenu de nous retrouver dans un lieu neutre, un café tranquille dans une ville à mi-chemin entre les nôtres. J'étais terrifiée. En attendant leur arrivée, je tordais la serviette entre mes mains jusqu'à ce qu'elle soit en lambeaux. Puis elles entrèrent. Sarah était une femme ordinaire, l'air fatigué, qui semblait porter le poids de ses secrets dans sa posture. Derrière elle se tenait Emma. Dès que je l'aperçus, mon souffle se coupa. Rachel avait raison. Elle avait les yeux de Robert, ces mêmes yeux sombres et intelligents qui m'avaient fait craquer il y a des années. Elle paraissait effrayée et incertaine, serrant un livre contre sa poitrine comme un bouclier. Et à cet instant, en regardant cette jeune fille innocente, victime de tout cela, je sus que ma colère n'était pas dirigée contre elle. Elle était dirigée contre lui, toujours contre lui. Cette première rencontre avec Emma fut gênante. Les mots me semblaient maladroits et déplacés. Daniel, que Dieu le bénisse, mena la conversation. Il lui posa des questions sur le lycée, sur le livre qu'elle tenait, sur sa vie. Il ne lui demanda rien sur Robert. Il la traita simplement comme une personne, comme une sœur qu'il rencontrait pour la première fois. Quant à moi, je me contentais d'observer, essayant de concilier l'image de cette jeune fille timide et douce avec l'immense mensonge qu'elle incarnait. Lentement, prudemment, nous avons commencé à construire quelque chose de nouveau. Nous nous sommes revus pour un café, puis pour déjeuner. Daniel et Emma ont commencé à s'envoyer des textos, découvrant une passion commune pour les vieux films et la cuisine épicée. J'avais hâte de la revoir, d'entendre parler de sa vie. Elle était brillante, drôle et gentille. C'était une âme innocente prise au piège du chaos provoqué par nos parents. Une année passa. La vie s'installa dans un nouveau rythme, étrangement familier. Le divorce fut prononcé. La tempête médiatique s'apaisa, remplacée par des scandales plus récents et plus sensationnels. Je consacrai toute mon énergie à reconstruire mon entreprise, et peu à peu, mes clients revinrent. Je vendis la grande maison familiale, avec son jardin hanté par les fantômes du passé, et achetai une maison de ville plus petite et plus facile à gérer. C'était calme, paisible, et c'était à moi. Daniel, après des mois de thérapie pour surmonter le traumatisme de la trahison, allait bien. Il avait quitté son emploi en entreprise et repris ses études pour se consacrer à sa véritable passion,
l'architecture paysagère. Il concevait de magnifiques espaces, créant ordre et beauté à partir de la terre et de la pierre, une comparaison parfaite avec ce qu'il faisait de sa propre vie. Il fréquentait une charmante jeune femme, une bibliothécaire gentille et authentique qui le regardait comme s'il était la seule personne au monde. Et Emma était devenue une partie intégrante de nos vies. Elle venait dîner un dimanche sur deux. Elle et Daniel avaient tissé des liens fraternels très forts, se taquinant et discutant pendant des heures. Je me suis surprise à éprouver pour elle un amour intense et protecteur. Elle n'était plus un symbole de trahison. Elle était simplement Emma, la sœur de mon fils, et d'une étrange façon, un membre de ma famille. Un soir, environ 1 an après le mariage avorté, j'étais assise dans le salon de ma nouvelle maison lorsque la sonnette a retenti. C'était Robert. Je ne l'avais ni vu ni entendu depuis le jour où il avait fui notre réception gâchée. Il paraissait plus petit, plus âgé, plus grisonnant, son arrogance assurée avait disparu, remplacée par une profonde fatigue. Il a demandé s'il pouvait entrer. J'ai hésité. Puis je me suis écartée. Il m'a dit qu'il suivait une thérapie. Il a dit qu'il essayait de comprendre pourquoi il avait agi ainsi. Il s'est excusé. Il a dit qu'il était désolé pour les mensonges, pour la trahison, pour la douleur qu'il nous avait infligée, à Daniel, à Emma et à moi. Je l'ai écouté et j'ai su qu'il était sincère. Mais des excuses ne pouvaient effacer 27 ans de mensonges. Je te pardonne, Robert, ai-je dit. Et j'ai été surprise de constater que je le pensais vraiment. Pas pour toi, mais pour moi. Je ne peux plus porter cette colère. Elle est trop lourde. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mais je ne te ferai plus jamais confiance. On ne peut plus revenir en arrière. Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je sais, a-t-il murmuré, puis il est parti. Ce soir-là, en me préparant à aller au lit, je me suis surprise à repenser à la femme que j'étais 1 an auparavant, cachée dans la terre derrière les hortensias. Elle était si brisée, si perdue. J'aurais voulu pouvoir remonter le temps et lui dire que tout irait bien, que la douleur n'était pas la fin de l'histoire. La famille que je croyais avoir n'était qu'un mensonge. Elle s'est effondrée en 1000 morceaux ce bel après-midi ensoleillé. Mais ce que Daniel, Emma et moi avons construit à sa place était plus petit, plus paisible et imparfait. Mais c'était authentique. Ce n'était pas bâti sur des mensonges rassurants, mais sur une vérité difficile, douloureuse et au final, libératrice. Nous avions tout perdu, mais ce faisant, nous avions trouvé quelque chose de vrai. Et pour la première fois depuis très longtemps, cela me semblait suffisant. Merci. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez vécu une expérience similaire ou si un passage vous a touché, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Vos histoires comptent. Et si vous souhaitez en entendre davantage, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.